Entre le 1er janvier 2024 et la fin novembre 2024, le bilan de la BCE s'est réduit de 500 milliards d'euros, ce qui fait quand même près de 50 milliards d'euros par mois. Ce sont des retraits de liquidités de la part de la BCE sur les marchés qui vont sans doute peser sur les taux longs dans les mois qui viennent, puisqu'il y a un acheteur en moins et un acheteur important sur les marchés. Bonjour à toutes et à tous, bonjour, Philippe, on est très heureux, de vous retrouver, en ce début, d'année 2025 et puis on vous souhaite, bien évidemment nos meilleurs vœux, et plein de réussites, professionnelles et personnelles, pour cette, nouvelle année. Vous êtes, sur, Totem, le webinaire dédié au marché de taux, en euros. Comme à mon habitude, afin d'attendre les derniers arrivants, ce que je vous propose, c'est de revenir sur nos conclusions, de décembre. En effet, lors de notre dernière intervention, nous avions évoqué le fait que le risque sur les taux français semblait davantage lié à un glissement progressif qu'à une crise brutale. Et cette tendance, elle reflétait une relative stabilité malgré un contexte économique qui reste encore incertain. Nous avions également souligné que les baisses de taux par les banques centrales continuaient en décembre et cela traduit tout simplement une politique accommodante, toujours accommodante d'ailleurs. De plus, nous avions noté que les troubles politiques en France et en Allemagne risquaient tout simplement d'affecter les investissements à la baisse, tout en favorisant une hausse des taux d'épargne. Ces éléments, couplés à une inflation, sous contrôle, contribuaient à maintenir une pression baissière sur les taux. Alors sans attendre, je laisse la parole à Philippe pour nous expliquer un peu ce qui s'est passé, courant, décembre et les prévisions de janvier. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par regarder les dernières prévisions de croissance et d'inflation qui ont été publiées par l'OCDE en décembre. Vous avez sous les yeux un tableau qui reprend donc ces projections de croissance pour 2025 et 2026. Vous voyez que, pour l'ensemble du G20, les prévisions de croissance sont assez stables avec, 3,3, pour 2025 et 3,2 encore pour 2026. Pour les États-Unis, on voit que l'OCDE prévoit un fléchissement de la croissance de 2,8 en 2024, à 2,4 pour 2025 et 2,1 pour 2026. On va revenir là-dessus parce que cela nous paraît un peu sous-estimer la croissance américaine. En zone euro, eh bien, on voit que sur la zone euro, l'OCDE prévoit une croissance qui va rester relativement molle, aux alentours des 1 hein, en passant de 0,8 à 1,3 puis 1,5. À noter toutefois que sur la France, l'OCDE prévoit plutôt un fléchissement de la croissance qui passerait de 1,1 en 2024 à 0,9 en 2025 et pour revenir à 1 en 2026, ce qui n'est pas formidable. Donc là-dessus, pas trop de changements, à vrai dire. Donc là-dessus, pas trop de changements. Ce que l'on constate quand on regarde les derniers chiffres de PMI qui ont été publiés, pour la zone euro comme pour les États-Unis, c'est que finalement la croissance, aux États-Unis, semble rester relativement soutenue. On voit que les PMI qui ont été publiés, le 6 janvier, sortent à 55,4, en hausse donc par rapport au mois précédent. Donc c'est pour ce qui nous fait, dire que, la croissance, aux États-Unis pourrait rester, en 2025 et 2026 à peu près au niveau où elle était en 2024. Et en Europe, on reste au-dessous des 50 qui sont, qui est la frontière entre le ralentissement, et la croissance, mais on approche quand même des 50. On est mieux que, sur le mois, précédent. Quand on regarde les prévisions d'inflation, là aussi, ce que l'on voit, c'est que l'OCDE, pour l'ensemble du G20 prévoit une baisse, globalement de l'inflation, donc de passant de 5,4 en 2024 à 2,9 en 2026. Mais il ne faut pas trop s'arrêter sur ce chiffre parce que si on prend la première ligne, par exemple pour l'Argentine, on voit bien qu'il y a une situation très particulière qui ramène l'inflation de 121 à 25 donc évidemment ça a un impact. Si on regarde plus précisément les États-Unis, la France, et la zone euro,
On voit que sur les États-Unis, l'OCDE prévoit que l'inflation passera progressivement de 2,5 en 2024 à 2 en 2026, et que la zone euro devrait, suivre à peu près le même chemin. La France étant au-dessous des 2. C'est assez, possible comme scénario. Simplement, ce que l'on constate, c'est que si la croissance, est, comme on peut le penser, un peu plus forte aux États-Unis que ce qui est anticipé par l'OCDE, on aura probablement une inflation qui, baissera moins que, sur la zone euro où la croissance est, plus faible. Si on regarde les derniers chiffres d'inflation, publiés sur la France, l'Allemagne et les États-Unis, par exemple, eh bien, on voit que, l'inflation, comme on le disait le mois précédent, marque un palier et que, on ne baisse plus réellement, sur l'inflation. Vous avez ici l'indice IPCH, donc harmonisé pour la France et pour l'Allemagne. Vous voyez qu'on est à 1,8 en France et 2,9 en Allemagne, pour 2,7 aux États-Unis. Donc, on marque clairement un palier. Il est probable qu'en Europe, on franchira ce palier à la baisse plus rapidement qu'aux États-Unis, compte tenu justement des données de croissance des économies. Comment cela se traduit sur les taux des banques centrales? Eh bien, vous voyez, sur ce graphique que, les banques centrales en 2024 ont baissé de 1 leur taux, que ce soit, aux États-Unis ou que ce soit, en Europe. Compte tenu de ce que l'on vient de dire et puis des déclarations qui ont été faites récemment par le président de la Fed, Jérôme Powell, on peut penser que, aux États-Unis en 2025, on verra une baisse des taux moindre que celle auquel on pourra assister en Europe. Il est probable que la Fed baisse ses taux de 1,5, voire 0,75 simplement en 2025, alors qu'en Europe, on pourrait, avoir une baisse à nouveau de 1 en 2025, qui amènerait les taux courts, européens aux alentours des 2. Les taux courts, les taux de la BCE aux alentours de 1. Et ça, elle le ferait de manière Et progressive, la ça, Fed, donc la ou elle Fed le le ferait, fera de manière progressive en fonction des statistiques que l'on aura, au cours de l'année, à la fois sur la croissance et sur l'inflation. Hem, Tout cela s'est traduit par, sur le change euro-dollar, par une appréciation, du dollar, comme on l'avait déjà dit aussi, le mois dernier. Ce qui est logique compte tenu de la croissance plus forte aux États-Unis et puis de taux qui sont supérieurs aux États-Unis à ce qu'ils sont, en Europe. Cela a aussi eu pour conséquence sur les courbes des taux, là aussi, comme on le disait le mois dernier, une plantification des courbes de taux, du fait de la baisse des taux courts. On voit que la plantification sur la France a été, assez sensible par rapport au mois dernier et en Allemagne, on a à peu près le même schéma avec, des taux courts qui baissent et des taux longs, eux, qui restent, relativement élevés, voire plus élevés que, le mois précédent. Aux États-Unis aussi, on a, une quantification de la courbe, mais plus particulièrement une translation de la courbe, si on peut dire, avec, une hausse des taux liée en partie donc à la bonne croissance et aux déclarations du président de la Fed, disant que les baisses de taux pourraient être moindres en 2025 que ce qui était attendu par le marché. On le voit d'ailleurs, sur ce graphique où, on a des taux qui globalement ont plutôt monté, récemment. Vous avez ici l'évolution des taux d'emprunt d'État à 10 ans sur 6 mois, et vous voyez que les taux américains, qui sont en gris, sont ceux qui ont le plus, progressé. Les taux français, suivent, en partie pour des raisons de qualité de crédit de la signature française.
Mais l'ensemble des taux européens a également suivi, le mouvement des taux américains qui, a tiré vers le haut l'ensemble des taux. On le voit d'ailleurs sur ce graphique qui donne l'écart de taux entre les emprunts, américains et allemands. Sur 5 ans, on voit que cet écart est, à son plus haut, hem et ce qui reflète bien le fait que ce sont les taux américains qui, tirent vers le haut les taux européens. Si on regarde maintenant l'écart de taux entre les taux français et allemands, là aussi et leur évolution sur 5 ans, on voit que là aussi on est, au plus haut de cet écart de taux pour des raisons qui sont, différentes. Dans le cas de l'écart de taux entre les États-Unis et l'Allemagne, c'est un différentiel, d'inflation et de croissance. Pour, l'écart de taux entre la France, et l'Allemagne, c'est essentiellement, un problème lié à la politique budgétaire française et au déficit, français. Il n'en reste pas moins donc que cet écart de taux est aujourd'hui, au plus haut et la visibilité sur les finances publiques, françaises ne s'étant guère améliorée. Il est probable que cet écart ne va pas se réduire, très rapidement. Si on regarde, maintenant sur ce graphique l'évolution des ce qu'on appelle spread de crédit, c'est-à-dire l'écart de taux entre les emprunts des émetteurs privés et l'État, on voit que, l'indice des emprunts, d'État qui est en bleu, a plus baissé, c'est-à-dire que les taux ont plus monté sur les emprunts d'État que l'indice des emprunts, des entreprises qui était ici, en rose, où les taux ont monté, mais beaucoup moins que sur le mois de décembre, que sur les emprunts d'État. Donc ça reflète bien cette réduction de l'écart de taux entre les États et les entreprises, montrant une défiance par rapport aux finances des publics et une certaine confiance, dans les entreprises. Enfin, il faut signaler un élément, important, dont on avait peu parlé, jusqu'à présent, ici, mais qu'il est bon de rappeler, sur lequel on peut s'arrêter un instant, qui est, l'évolution du programme d'achat de titres de la BCE. Donc la BCE a mis au fil du temps en place 2 principaux programmes d'achat qui sont l'APP, donc le programme, d'achat d'actifs et le PEPP, plan d'urgence face, à la pandémie de Covid. Le premier, qui comprend plusieurs sous-programmes, a été lancé en 2015, a accéléré, en 2020 et s'est arrêté en juillet, 2023. C'est-à-dire à partir de juillet 2023, non seulement la BCE n'a plus accru ses achats de titres, mais elle a même, arrêté de réinvestir les remboursements d'emprunts qui arrivaient à échéance ou les tombées de coupons sur les emprunts qu'elle détenait. Ça, c'est juillet 2023 et la BCE vient d'annoncer que, donc à partir de la fin 2024, elle arrêtait également son programme, d'achat lié au Covid. Là aussi, après avoir pendant de nombreuses années donc, acheté des montants très importants, heu, la BCE continuait à réinvestir les remboursements, et c'est ce qui va s'arrêter à la fin de 2024. Tout ceci conduit à une réduction de la taille du bilan de la BCE, qui est assez importante puisque, entre le 1er janvier 2024 et la fin novembre 2024, grosso modo, le bilan de la BCE s'est réduit de 500 milliards €, ce qui fait quand même, près de 50 milliards d'euros, par mois. Donc ça, ce sont des retraits de liquidités de la part de la BCE sur les marchés qui vont sans doute peser, sur les taux longs, dans les mois qui viennent puisqu'il y a un acheteur, en moins et un acheteur important, sur les marchés. D'accord, et elle va continuer son rythme de croisière, sur, cette année, 2025, dans la Donc, réduction de dans son la bilan? réduction de son bilan, c'est ce qui va entraîner l'arrêt du programme de PEPP. Voilà. Pour finir donc, sur, notre fonds
origine, nous avons poursuivi, comme nous l'annoncions, le rallongement progressif de la vie moyenne du portefeuille, qui approche maintenant les 5 ans. Et avec la réduction des spreads de crédit, comme dont on a parlé tout à l'heure, on a également continué à améliorer la qualité de crédit du portefeuille, puisque le risque crédit est moins bien rémunéré aujourd'hui qu'il ne l'était antérieurement. Si on conclut maintenant par nos anticipations, donc pour cette année de 2025, eh bien, on voit qu'on reste dans un environnement économique de croissance plus soutenu aux États-Unis qu'en Europe, où la croissance est beaucoup plus molle. De ce fait, la Fédérale Réserve, comme on l'a dit, restera attentive à cette évolution de la croissance et surtout de l'inflation, plus que ne le fera probablement la BCE, qui a moins aujourd'hui un problème d'inflation qu'un problème de croissance, même si ça ne fait pas partie des objectifs premiers de la BCE. Ceci devrait donc conduire à une baisse des taux plus marquée en Europe qu'aux États-Unis en 2025, et donc à une continuation de la pontification des courbes, c'est-à-dire des taux courts qui vont baisser plus que ne baisseront les taux longs. Et du coup, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut se positionner, faudrait se positionner sur des maturités de 2, 3, 4 ans ou plus longues? Alors, pas nécessairement, parce que, effectivement, si on est positionné sur des emprunts à 3 ou 4 ans, on va bénéficier de cette baisse des taux, qui va faire monter les prix de ces obligations. Simplement, il y a 2 éléments qui jouent pour investir un peu plus long. Le premier, c'est que la sensibilité d'un emprunt à 10 ans est plus importante que celle d'un emprunt à 3 ans, et donc les effets de baisse des taux sur du 10 ans sont plus importants que sur du 3 ans. Et deuxièmement, à partir du moment où on a une courbe qui est pentue, le passage du temps constitue une baisse des taux pour les emprunts que l'on a acquis. Donc on surfe C'est-à-dire que, vraiment sur la voilà, donc on courbe? surfe sur la courbe. Si on a acheté un emprunt à 7 ans, au bout de 2 ans, il a plus que 5 ans, ou au bout de 3 ans, il a plus que 4 ans. Et si la courbe est pentue, eh bien, le prix monte en fonction de cette baisse des taux, euh, nonobstant une quelconque translation de la courbe qui peut s'opérer pendant cette période. D'accord. Voilà. Et puis, pour finir, nous restons prudents sur la France, puisque la situation politique s'est peu éclaircie depuis le mois dernier, et que donc que nous pensons qu'il vaut mieux rester prudent sur les émetteurs français. Merci beaucoup Philippe. Bah, pour résumer, voilà, encore, beaucoup de prudence, sur cette année, 2025. Il va falloir rester, agile et on espère, bah, vous avoir éclairé, justement en ce début d'année. Oui, il faudra rester d'ailleurs probablement plus agile qu'en 2024, parce qu'en 2024, la direction des taux était relativement claire. Aujourd'hui, on atteint de ce point de vue-là une sorte de palier, donc on pourrait avoir une volatilité plus importante que l'année dernière. Merci beaucoup Philippe. À bientôt, au Au revoir. revoir.